Les livres sur l'opéra sont assez rares. Opéra et cinéma sont assez rares, non? Je dirais, à mon avis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais que c'est quasiment inexistant. Personnellement, je n'en ai jamais connu. Donc c'est pourquoi ce livre me paraît intéressant. C'est pas parce que j'ai eu l'idée au départ, mais je trouve que ça apporte à la fois à la musique, à l'étude de la musique et à tout ce qui est autour du cinéma. Comme j'avais déjà écrit sur Montmartre et le cinéma, un livre sur les deux opéras de Paris, qu'il s'agisse du Palais Garnier ou qu'il s'agisse de l'Opéra Bastille, de parler des moments où on les voit apparaître dans un film. Voilà, c'était le projet a capoté pour diverses raisons. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose, c'est que l'opéra, effectivement, est très important au niveau du cinéma. Alors, évidemment, ce qui est venu tout de suite à l'idée, ce sont les captations d'opéra. Mais le livre ne parle pas que de ça, et c'est pour ça qu'il est un peu novateur. On ne s'est pas simplement penché sur les cinéastes qui ont réalisé pour le cinéma des mises en scène d'opéra déjà existants, ou bien ce qu'on peut connaître à travers UGC ou Pathé, c'est-à-dire les diffusions dans des salles de cinéma, des captations d'opéra dans des grandes salles style l'Opéra Garnier ou le Met à New York. Non, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer l'influence de la musique d'opéra ou du chant à l'intérieur de certains opéras sur le déroulement d'un film, et non pas en tant que pure musique d'accompagnement. Alors dans le livre, évidemment, il y aura donc du coup 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les opéras mis en scène, mais il y a également l'opéra comme acteur du film, c'est-à-dire si alors la première idée qui me vient, c'est par exemple La Grande Vadrouille qui se passe à 50% à l'intérieur de l'Opéra Garnier, et c'était un des premiers films à être filmé in situ, c'est-à-dire vraiment dans l'opéra. Il y a également la musique de films extraite de certains opéras très connus, et il y a également la mise en scène opératique, c'est-à-dire les cinéastes qui ont fait en sorte de mettre dans leurs films une espèce de scénographie, une espèce de mise en scène, un décorum qui évoque l'opéra. And now, on with the opera. Let joy be unconfined. Let there be dancing in the streets, drinking in the saloons, and necking in the parlor. Play, Don. Les personnes qui ont écrit, par exemple, sur le Don Giovanni de Losé, c'est une adaptation cinématographique d'un opéra très connu. Tout comme Carmen de Rossi, par exemple. Ils n'ont rien changé au livret de l'opéra. C'est simplement par la mise en scène qu'ils ont essayé de valoriser certains aspects, par exemple des personnages ou des situations qui ne peuvent pas se montrer telles quelles à l'opéra. Parce que la mise en scène opératique, quand on le voit sur une scène d'opéra, c'est quand même un petit peu limité en espace. Et c'est aussi un peu limité on ne peut pas sortir de la scène et montrer par exemple des paysages. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple encore une fois de Don Giovanni. Quand on le voit circuler sur les canaux autour de Venise, quand on le voit dans des beaux palais, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'opéra. Donc ça, c'est un plus, peut-être. Après ça, les avis, peut-être des vrais mélomanes ou des vrais, des vrais mélomanes, de ceux qui sont des puristes de l'opéra, peut-être qu'ils trouvent que ça apporte rien à la narration. Moi, ce qui me vient à l'esprit plutôt, là, pour abonder dans ce que vous dites, c'est plutôt la mise en scène d'Ingmar Bergman de La Flûte enchantée. Et La Flûte enchantée, il respecte le livret. Mais ce qu'il a essayé de montrer, c'est à travers le visage des spectateurs, tout comme des acteurs et des chanteurs, de voir l'effet que cette musique ou que cet opéra très initiatique de Mozart avait sur le visage des spectateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, chaque personne qui a adapté un opéra à l'écran, évidemment, il a mis de sa personnalité.
Il y a un autre exemple que je pourrais donner, c'est Elena Veva de Federico Fellini, qui n'est pas l'adaptation d'un opéra, mais qui a été inventé et mis en scène comme s'il s'agissait d'un opéra, par exemple, de Verdi, puisqu'on entend aussi bien la musique de Verdi dans ce film. Et l'idée du film est portée également par le fait qu'une coterie part sur ce paquebot, dispersé au large, les cendres d'une diva. Alors on pense évidemment à Maria Callas, bien sûr, et ça n'a rien à voir avec l'opéra, l'idée du film, mais en fait quand on regarde le film, c'est comme si on regardait en fait un opéra, parce que tout est traité à la manière opératique. Je parle au niveau de la mise en scène. Moi, j'aime pas faire des parties, des sous-parties, parce que c'est pas une thèse, c'est un travail qui se veut à la fois de recherche, mais aussi qui est beaucoup plus poétique, parce que on essaie de voir ce qui va au-delà du cinéma et ce qui est apporté par cette musique. Alors, vous parlez du Fantôme de l'opéra ou Une nuit à l'opéra des Marx Brothers. Là, c'est plutôt l'opéra acteur du film. Alors, quand je parle opéra, je parle du lieu opéra, hein, je parle du théâtre de l'opéra. Par exemple, dans Le Fantôme de l'opéra, l'opéra en tant que lieu, il occupe une place fondamentale, parce que si c'était tourné dans un supermarché, ça n'aurait pas du tout la même signification. Donc là, évidemment, parce que l'opéra est un mot ambigu, en fait, parce que l'opéra, c'est à la fois le lieu où se passent les opéras, et l'opéra, c'est aussi l'œuvre qui est mise en scène à l'intérieur de cet opéra. Voilà. Le théâtre, on dira une pièce de théâtre, mais là on ne dit pas un opéra pour un opéra. Voilà. C'est le même mot, mais qui a deux significations bien précises. D'où l'ambiguïté du titre. L'opéra à l'écran, ça peut être l'opéra, le lieu opéra, l'opéra Garnier par exemple, mais ça peut être aussi l'opéra en tant qu'œuvre à la fois musicale et artistique. Alors, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a deux choses. Il y a le travail que j'ai coordonné et il y a le travail qu'a réalisé Enrico Giacovelli, qui est un historien du cinéma et critique italien, qui lui est allé trouver environ 1000 films, qui soient des films des origines comme des films très récents, qui ont de près ou de loin un rapport avec l'opéra. Donc ça, il y a à l'intérieur un portfolio où on voit des illustrations de tous ces films, et à la fin, vous avez à peu près une quarantaine de pages où Enrico est arrivé à recenser tous ces films. Nous, ce que nous avons fait, alors, c'est-à-dire nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les 20 personnes qui ont participé à l'écriture de l'analyse détaillée de chaque film. Alors, sachant qu'on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 parties, il m'a fallu trouver environ 20 personnes, critiques, artistes, metteurs en scène, chorégraphes, qui s'intéressent de près ou de loin, enfin, surtout au cinéma, mais aussi à l'opéra. Et chacun a proposé 1 ou 2, voire 3, il y en a même qui en ont écrit 4 ou 5, dont moi d'ailleurs, sur des films. Après, c'est la façon qu'on a eu de les mettre en scène, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, alors, c'est ce qu'il y a d'intéressant peut-être, hein, ce que j'espère en tout cas, c'est que c'est très 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 diversifié. C'est que là-dedans, vous allez trouver des films comme par exemple Le Parrain. Alors, Le Parrain 3, les gens vont dire, mais quel rapport? Parce que, voilà. Ou Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese. Pourquoi? Parce que la mise en scène peut être considérée comme opératique, ou bien parce qu'à l'intérieur, et ça va être important pour la narration et pour la diégèse du film, c'est qu'à l'intérieur, soit les personnages vont se rendre à l'opéra, et cette scène aura une importance sur l'actualité du déroulement du film. Par exemple, il y a un autre exemple aussi, c'est le Senso de Visconti. Pourquoi se trouve-t-il là-dedans? Alors, il y a l'idée évidemment que Visconti était aussi metteur en scène d'opéra, en plus d'être cinéaste, mais c'est aussi parce que dans Senso, il y a un hommage à la musique de Verdi, il y a un hommage aussi au Risorgimento, et c'est également un film dans lequel de nombreuses scènes se déroulent à l'intérieur d'un opéra.
Alors c'était au départ mon idée, c'était ce livre qui ne s'est pas fait, hélas, mais peut-être se fera-t-il, où on voit les deux opéras de Paris, hein, parce que je m'étais contenté de Paris, hein, où on voit apparaître l'opéra dans des films, alors qu'il soit tourné à l'intérieur de l'opéra, ou qu'il soit vu dans un film, vu même de loin. Alors il y a par exemple aussi Porgy and Bess, il y a également West Side Story. Oui, mais ça, c'est pas des opéras, c'est des comédies musicales. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence entre les comédies musicales, sauf que dans notre livre, nous avons pris, après en avoir longuement discuté, nous avons pris le parti de les insérer dans ce livre, dans la mesure où c'est la... Alors, on va prendre peut-être le cas Jacques Demy, avec Michel Legrand. Le concept de certains de ces films, dont notamment Une chambre en ville, c'est qu'il est entièrement chanté, même dans les dialogues. Alors certains spectateurs ont été agacés, certains ont ri en disant que c'était ridicule, mais en fait le parti pris est là, c'est qu'Une chambre en ville, moi je dis pas que c'est une comédie musicale, je dis que c'est un opéra original, filmé. Comme les parapluies de Cherbourg. Bah, d'ailleurs, c'est l'article que j'ai écrit, moi, là-dessus, c'est que j'ai mis la plupart des films de Demy sous la même casquette, parce que les films de Demy vont au-delà de, par exemple, Parking aussi, qui a pas eu du tout de succès, vont au-delà de ce qu'on appelle la comédie musicale. Moi, quand on parle de comédie musicale, on voit, par exemple, West Side Story. Ça, c'est une comédie musicale. Mais on l'a quand même traité dans ce livre sur l'opéra. Au moment où j'ai commencé l'élaboration de ce livre, j'en ai parlé autour de moi. Et puis bon, j'avais déjà quelques petites idées sur les films incontournables qui allaient y être. Donc par exemple Carmen, voilà. À force de décortiquer, ou par exemple La flûte enchantée, voilà. C'est les deux titres qui me viennent en mémoire, mais il y en a d'autres. Hein. Don Giovanni, Othello, voilà. Et au fur et à mesure que j'en ai parlé avec ceux qui allaient devenir les collaborateurs du livre, c'est que tout le monde m'a dit « Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des films, par exemple, où l'opéra n'est pas la vedette, hein, on va dire, il n'est pas le personnage principal ou le lieu principal, mais où il a une grande importance. » Dans, par exemple, le film Citizen Kane d'Orson Welles, hein, ça, c'est Alexis Leroy qui a trouvé cette idée que je trouve formidable, parce que c'est une autre approche. Alors, du coup, on ne peut pas faire à la queue leu tous ces titres, donc on a trouvé une ossature, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les 5 parties du livre. Et puis, il arrivait, par exemple, je ne sais pas, alors je vais chercher un exemple. Tiens, c'est moi qui ai eu l'idée de « Adieu ma concubine ». La plupart des gens étaient contre, parce que c'est vrai que, alors pourquoi parler aussi de l'opéra chinois et pas parler de je ne sais pas, d'autres opéras que personne connaîtrait. On n'a pas du tout l'intention de faire ici ou un pensum ou bien une encyclopédie. C'est pas du tout une encyclopédie. En fait, les 50 films environ qui sont là, ce sont des coups de cœur des auteurs. Alors par exemple, si je prends Annette de Léos Carax, un film que je n'aime pas trop, mais Hugo Dervisoglou a beaucoup insisté et il m'a convaincu que ce film, voilà. On avait oublié par exemple Fra Diavolo avec Laurel et Hardy. Et c'est Jean-François Pioubert qui me dit, mais j'ai dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Et vous-même, tout à l'heure, hors champ, vous m'avez parlé d'un Chaplin muet, dans lequel Chaplin est travesti pour jouer le rôle de Carmen. Ah ben ça, on l'a oublié. Donc l'idée de ce livre, moi j'insiste là-dessus. C'est pas une Bible, c'est pas quelque chose qui... Disons, moi ce que j'aimerais, c'est que ça devienne, par exemple, un livre qui d'abord aide à mieux apprécier l'opéra, parce qu'il paraît que l'opéra est en perte de vitesse, donc allez à l'opéra,
Je sais que c'est cher, mais on trouve, moi je vais au Théâtre des Champs-Élysées, quelquefois c'est pas cher du tout. On voit des merveilles. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que les critiques, ça leur permette un petit peu de s'ouvrir à autre chose, à d'autres arts, et pas que l'opéra. L'architecture, par exemple, a aussi une importance au cinéma, la couture avec les costumes, la peinture, on le voit dans les films de Fellini, il était entouré de proches collaborateurs qui étaient de très grands peintres. Donc, ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est quand même, le cinéma, c'est le 7e art, c'est-à-dire celui qui réunit tous les autres arts, et y compris la musique. Et ça, souvent, les gens, ils oublient que finalement, l'opéra, la musique, elle entre en grande partie. Alors, je vais encore citer Jean-François Piubert, parce que c'est lui qui a écrit un des piliers de ce livre, suite à une de ses conférences à laquelle j'avais assisté, sur Wagner. Wagner, on l'entend dans pratiquement 1000 films. La musique de Wagner. Donc, c'est un des plus grands musiciens, évidemment, à l'insu de son plein gré, hein, c'est le plus grand musicien de film. Tout comme j'ai insisté pour avoir dans ce livre, parce que je trouve ce film formidable, et moi j'ai rien contre la vulgarisation, et j'ai rien contre l'art populaire. Le film de Zidi Junior, qui s'appelle Ténor, est vraiment un très beau film, et qu'on devrait présenter aux jeunes pour leur donner envie d'aller à l'opéra. Parce qu'en fait, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui fait du rap, et qui travaille chez un vendeur de sushis. Et un jour, il doit porter un sac de sushis pour remplacer un de ses collègues qui est allergique à la pluie, à l'Opéra de Paris. Donc il entre dans ce palais des 1001 nuits qu'il ne connaissait pas. Et là, il est ébloui à la fois par les ors, la beauté architecturale et du décor et il découvre aussi ce monde qui était complètement inconnu, puisqu'il a une belle voix, mais il va être pris en charge par la directrice de l'Opéra de Paris, et il va finir comme chanteur. Et il va finir chanteur d'opéra. Eh ben, je trouve que ce film, a sa place dans ce livre. Ah, c'est pour ça qu'il y aura aussi. Vous voyez, c'est pas simplement un livre, décidément, un livre pour esthètes, pour personnes non, je pense que pour l'aimer, pour l'apprécier, il faut être aussi ouvert à d'autres arts, à d'autres modes d'expression.